Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue. Mon nom est Ali Altinsoy et je fais partie de l'équipe de la gestion chez Piguet Galland. Nous vivons tous aujourd'hui et bien malheureusement une période exceptionnelle. Mais malgré la distance physique dans ce contexte si particulier, il est important pour Piguet Galland de rester proche de vous, de continuer à vous tenir informés et de vous accompagner dans vos projets. À cette fin, nous avons préparé cette présentation de nos perspectives économiques et de marché. Nous vous remercions de votre confiance et de votre intérêt et je passe dès à présent la parole à notre chef économiste, M. Daniel Varela. Merci beaucoup. Bonjour. À période exceptionnelle, communication de circonstances, les choses bougent extrêmement rapidement et c'est vrai qu'on a souhaité, chez Piguet Galland, au niveau du département investissement, de communiquer régulièrement nos analyses à notre clientèle. Jusque-là, nous l'avons beaucoup fait par écrit. On trouve utile parfois d'illustrer nos propos par quelques graphiques qui soutiennent nos convictions. Cette période est inédite. Nous faisons face à une épidémie d'une ampleur inconnue dans l'histoire moderne. Ce qui a été le plus inattendu par rapport à cette épidémie, c'est sa rapidité de propagation. En moins de 2 mois, l'épidémie est devenue un phénomène mondial. C'est du jamais vu. Cela tient beaucoup aux caractéristiques de ce virus, qui visiblement se propage facilement et rapidement, mais cela tient également à la mondialisation. C'est la première fois que l'on a une épidémie qui profite, on va dire, des aspects de la mondialisation pour se propager dans le monde à une vitesse inédite. Cette crise a débuté par une crise sanitaire qui a déclenché des mesures de confinement relativement drastiques dans un bon nombre de pays, à commencer par la Chine, dernièrement par une bonne partie des pays européens et tout dernièrement aux États-Unis. Ces mesures de confinement drastiques ont provoqué une crise économique dont nous commençons à saisir l'ampleur actuellement. Et il y a de cela quelques jours, quelques semaines, cela a même menacé de se transformer en crise financière avant l'intervention des banques centrales. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette épidémie a forcément chamboulé les perspectives économiques mondiales qui étaient relativement bonnes en début d'année et qui se sont bien entendu compliquées depuis. Tout cela en moins de 6 semaines, puisque, il faut le rappeler, la bourse de New York, Wall Street, il y a un peu plus de 6 semaines, le 19 février, inscrivait un nouveau record historique. Cela semble bien loin, une éternité. Où en sommes-nous maintenant? Que peut-on dire de l'évolution de ces différentes crises? Crise sanitaire, crise économique, crise financière. Et quelles sont les perspectives pour les prochaines semaines et les prochains mois, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue financier? Tout d'abord, il faut mentionner quelques lueurs d'espoir sur le front de la crise sanitaire. Le confinement, qui a été adopté par un bon nombre de pays dans le monde, semble produire des résultats. C'est ce que l'on voit ici sur ces 2 graphiques, des 2 pays les plus touchés à l'heure actuelle en Europe, à savoir l'Italie et l'Espagne. C'est quelque chose qui retranscrit assez bien les tendances que l'on observe dans une bonne partie des pays européens, à l'exception de quelques pays comme le Royaume-Uni et la France, qui visiblement ont un certain retard dans la propagation du virus. On constate qu'en Italie, en Espagne, comme dans d'autres pays européens, potentiellement, le pic de l'épidémie a été atteint et on constate un certain reflux au niveau des nouveaux cas, au niveau de la propagation de cette épidémie. Et ça, c'est une tendance qui est positive. Parce que ce que nous disent les experts, ce que nous disent les spécialistes, est loin de nous de nous comparer à des spécialistes en virologie. Ce que l'on entend, ce que l'on observe, ce que l'on a pu lire, c'est que la propagation de toute épidémie suit ce genre de courbe qui est illustré ici à l'écran. À savoir qu'il y a une première phase d'éclatement de l'épidémie, relativement rapide, et puis ensuite, généralement, notamment si des mesures de confinement
de confinement sont mises en place, eh bien, on assiste à une sorte de déclin. Tout d'abord, une période de stabilisation, puis une période de suppression. Ce qui est déterminant, c'est ce que les spécialistes appellent le ratio R0. Ce ratio R0, c'est en gros le degré de propagation d'un virus. En gros, une personne qui est infectée, à combien de personnes elle transmet le virus? Et on sait que le coronavirus Covid-19 se propage relativement facilement. Une personne infectée transmet généralement la maladie à 3 personnes. Et le but, effectivement, c'est d'essayer, par des mesures de confinement et de distanciation sociale, d'essayer de réduire, de ramener ce ratio R0 en dessous de 1. C'est-à-dire qu'une personne infectée ne propage plus sa maladie qu'à une seule personne, voire même en dessous de 1. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'épidémie est considérée comme en voie d'éradication. Bien entendu, il peut y avoir une deuxième vague, plus tard, après quelques mois, et c'est bien entendu quelque chose qui doit être surveillé pour ne pas avoir effectivement une deuxième vague qui se déclare quelques mois après que l'épidémie a été jugulée. Alors, en ce moment, les spécialistes considèrent effectivement que l'Europe est dans la phase de stabilisation, voire de suppression de cette épidémie. Et puis, les États-Unis suivent avec un peu de décalage, environ 2 à 3 semaines derrière. Les développements récents en Europe permettent d'envisager un retour à la normale pour l'économie dans le courant du deuxième trimestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, par exemple, dès le moment où ce ratio R0 est passé en dessous de 1, eh bien, on a compté environ 2-3 semaines avant un certain retour à la normale économique. C'est un peu la feuille de route que probablement l'Europe va suivre, et puis, comme je le disais, les États-Unis avec quelques semaines de décalage. Ce qui est rassurant, c'est que, vu l'ampleur de la crise sanitaire et vu l'ampleur de la crise économique qui se dessine sur le court terme, on a eu une réaction très rapide des autorités, à commencer par les banques centrales et notamment les 2 grandes banques centrales qui sont la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. Les autorités ont vraiment pris la mesure de la gravité de cette crise sanitaire et économique et elles ont déclenché des mesures vigoureuses pour éviter que la crise économique ne soit trop profonde ni trop longue. En ce qui concerne les banques centrales, ces interventions ont visé à baisser les taux d'intérêt lorsque c'était possible, mais également procéder à des injections de liquidités extrêmement importantes pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers et limiter les répercussions économiques sur le court terme, mais également assurer la relance économique dans un deuxième temps. Ces injections de liquidités sont extrêmement importantes. On le voit sur ce graphique. La Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, a déclenché des plans de rachat d'actifs. L'idée, c'est de faire tourner la planche à billets pour injecter des liquidités dans le système financier et assurer son bon fonctionnement et une relance économique. Et on voit qu'à aujourd'hui, l'estimation, c'est que d'ici à la fin de l'année, le bilan de la Banque centrale pourrait être multiplié par 2, passer de 4 000 milliards de dollars à plus de 9 milliards de dollars. Donc, une relance et des injections de liquidités sans précédent chez cette banque centrale, mais également au niveau de la Banque centrale européenne. Les gouvernements également sont très réactifs. Et ça, c'est également un point rassurant. Les plans de relance budgétaires, fiscaux, ont été annoncés par de nombreux pays dans le monde, à commencer notamment par l'Europe, les États-Unis, mais d'autres pays également moins importants. Ces plans sont inédits, sont sans précédent. On n'a pas vu, dans d'autres crises précédentes, des plans où la politique, les plans de relance budgétaire simultanés
et d'une telle ampleur sont annoncées par les différents pays. Sur ce graphique, on voit la comparaison de ces plans de relance, c'est les histogrammes gris, par rapport à ceux qui avaient été annoncés durant la crise de 2008 et avant cela, lors de l'éclatement de la bulle technologique en 2001-2002, on voit que les plans de relance actuels, déployés par les gouvernements, sont d'une ampleur extrêmement importante et ces plans visent également à atténuer le choc économique sur le court terme et, une fois que l'épidémie sera passée, viser à relancer la machine économique le plus rapidement possible. Grâce à ces mesures qui ont été annoncées par les autorités, les banques centrales d'un côté, les gouvernements de l'autre, on est assez optimiste quant à la possibilité de limiter la casse économique. On le voit sur ce graphique, c'est des estimations qui ont été faites par la banque Citigroup, mais qui rejoignent les nôtres, à savoir que le trait bleu clair est une estimation de l'impact économique de la récession à court terme qui serait survenue sans le déclenchement de ces plans de relance par les banques centrales et par les gouvernements. On constate à quel point les autorités ont visé à atténuer ce choc économique et plutôt que de laisser que les choses se fassent et de viser potentiellement un recul de la croissance mondiale aux alentours de 10% cette année, eh bien, l'idée est d'éviter une récession aussi profonde. Il y aura une récession tout de même, mais elle devrait être limitée tant de par son ampleur que dans la durée, avec probablement un deuxième trimestre et un troisième trimestre cette année qui seront assez mauvais, avec des chiffres économiques relativement difficiles, mais avec une réaccélération qui commencerait déjà à se dessiner à l'automne et qui devrait se confirmer en 2021. Le cas de la Chine est intéressant. La Chine a été le premier pays confronté à cette épidémie. On a observé un arrêt brusque de l'activité économique en Chine et cette activité est en train de redémarrer. On le voit sur ces deux graphiques qui apparaissent à l'écran. Le graphique de gauche est intéressant. C'est la consommation de charbon qui est faite par les producteurs d'électricité en Chine. L'électricité continue d'être largement produite à base de charbon et c'est un indicateur assez fiable de l'activité économique en Chine. On constate à quel point cette activité a été handicapée par l'épidémie. Durant les premiers jours de l'éclatement de l'épidémie, on voit que la consommation de charbon a été très très faible. Puis, après quelques jours, dès le moment où l'épidémie a été jugulée, on constate que progressivement, la consommation de charbon revient vers la normale des années précédentes, signe que l'activité a redémarré et que l'économie est en train progressivement de retourner vers la normale. Et on constate sur le graphique de droite que le climat des affaires, tel que mesuré auprès des entrepreneurs en Chine, a subi un net rebond depuis la sortie de crise, depuis le moment où le pic de l'épidémie a été dépassé. Et on constate que la confiance revient auprès de ces entrepreneurs. C'est de bon augure pour l'activité en Chine, mais c'est également de bon augure pour ce qui devrait arriver en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde, une fois que le pic de l'épidémie sera passé. S'il y a une chose qui n'est pas une inquiétude aujourd'hui pour les autorités et notamment pour les banques centrales, c'est l'inflation. Le plongeon auquel on a assisté au niveau des prix du pétrole fait que sur le court terme, on a plutôt des pressions désinflationnistes et ce qui vraiment laisse la porte ouverte pour les banques centrales, pour les gouvernements dans le monde, pour faire de la relance, parce que l'inflation n'est pas un souci sur le court terme, cela deviendra peut-être un souci à plus long terme, vu l'ampleur des montants qui ont été déployés, vu l'ampleur des injections de liquidités qui ont été faites dans le système. Peut-être qu'un jour, l'inflation
pourrait revenir, mais ce n'est clairement pas un problème sur le court et sur le moyen terme. Pour les banques centrales, l'objectif le plus pressant, j'y faisais allusion précédemment, c'était de ramener le calme sur les marchés financiers et notamment au niveau des marchés obligataires. Les marchés obligataires, c'est là où se financent de nombreuses sociétés et de nombreux gouvernements à travers le monde. Et on a mesuré, avec l'éclatement de cette crise il y a environ 3-4 semaines, au début du mois de mars, on a mesuré une très forte tension sur les marchés obligataires, signifiée sur ce graphique par un écartement très violent des primes de risque sur, par exemple ici, les obligations émises par des entreprises américaines de qualité avec un rating de triple B. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que par rapport à début mars ou fin février, une entreprise typique, une entreprise américaine moyenne, doit payer 3% de plus pour financer ses investissements. Bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire face pour une entreprise. La Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne est intervenue vigoureusement pour essayer d'endiguer cette petite crise financière qui était en train d'émerger. Et depuis quelques jours, depuis environ 2 semaines, on enregistre un certain retour au calme au niveau de ce marché obligataire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des opportunités qui sont apparues sur ce marché obligataire, avec notamment pour les emprunts de moindre qualité, des taux de rendement que l'on n'avait pas vus depuis la crise de 2008-2009. Si l'on en vient au marché boursier, le marché boursier a fortement corrigé en l'espace de 6 semaines, avec des baisses qui, dans certaines régions, ont dépassé les 30-35%. Depuis les plus hauts qui avaient été enregistrés au mois de février. On a la coutume de dire que lorsque un marché boursier baisse de plus de 20%, c'est un marché baissier, le bear market. Ce qui est intéressant, c'est que ce bear market a été d'une rapidité record. On l'a comparé ici avec d'autres bear markets de l'histoire. Jamais on n'avait enregistré des baisses de plus de 20% sur les grands indices boursiers dans le monde en une période aussi courte. Il a fallu 22 jours pour avoir une correction d'une telle ampleur. C'est une situation inédite. Même en 1929, lors de la Grande Dépression de 1929, on n'avait pas eu un bear market aussi rapide. C'est un signe, effectivement, de l'amplitude et de la situation exceptionnelle que l'on a vécue ces dernières semaines. Alors, le bear market le plus rapide ne veut pas forcément dire que ce sera le bear market le plus violent et le bear market le plus long. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, effectivement, va de soi. En fait, la longueur, la profondeur d'un bear market, d'une tendance baissière sur une bourse, et puis sa durée va dépendre d'une sortie rapide ou pas de la crise sanitaire que nous traversons et de la réaccélération économique qui surviendra après coup. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le phénomène auquel on fait face, c'est un choc exogène. Ce n'est pas une récession structurelle. La récession que l'économie mondiale va traverser durant les prochains mois, cela a été provoqué par un choc exogène, à savoir un virus, une épidémie, qui a provoqué cette crise sanitaire et cette crise économique. Souvent, par le passé, ce genre de choc exogène trouve une issue favorable et relativement rapide. En admettant qu'il s'agisse d'une épidémie passagère et que l'on arrivera à endiguer cette épidémie par des mesures de confinement, par des mesures de distanciation sociale ou, dans l'idéal, par la découverte d'un vaccin, très rapidement, l'économie devrait reprendre ses droits et on devrait assister à une réaccélération économique dans le courant de la deuxième moitié de l'année. Et ça, généralement, c'est quelque chose qui est salué par les bourses et probablement que ce sera anticipé par les bourses.
Ce qui est intéressant, c'est que à la suite de la correction boursière que l'on a enregistrée sur toutes les places financières à travers le monde, on a des valorisations des marchés boursiers, qui sont redevenues très intéressantes. Alors forcément, les bénéfices des entreprises durant 2 trimestres auront tendance à reculer, parfois sévèrement, mais de nouveau, en admettant qu'il s'agisse là d'un caractère passager et que les bénéfices des entreprises auront tendance à réaccélérer, rebondir une fois le pic de l'épidémie passé, une fois le creux de la récession économique dépassé, eh bien, si on regarde les ratios qui nous permettent de juger de la valorisation des bourses, ces ratios sont redevenus intéressants. Par exemple, celui-ci, qui figure à l'écran, c'est le P ratio, donc le rapport entre le cours d'une action et les bénéfices générés par la société. Eh bien, ce rapport cours-bénéfice a nettement reculé. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on se situe sur une échelle historique, plutôt dans le bas de la fourchette, à savoir aux alentours de 13. Qu'est-ce que ça veut dire 13? C'est donc 13 années de bénéfices. Vous devez payer 13 années de bénéfices d'une entreprise pour acheter le titre de cette action. Donc, on constate qu'à l'échelle historique, on a rarement été aussi bas dans un contexte normalisé de marché, et très souvent, on a été beaucoup plus haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à il y a 1 mois, il y a 2 mois, on est à des valorisations nettement plus intéressantes. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on enregistre beaucoup de pessimisme de la part des investisseurs. Et ça, c'est également un facteur de soutien. La valorisation, c'est un facteur de soutien à court terme, à moyen terme. Le pessimisme, extrêmement important, extrêmement profond, que l'on mesure auprès des investisseurs, c'est également un facteur de soutien. Ce graphique le montre assez bien. Donc, c'est le trait jaune. Généralement, quand on est en bas de ce graphique, donc comme on est à l'heure actuelle, au niveau actuel de pessimisme, cet indicateur de sentiment montre un pessimisme très profond, très répandu auprès des investisseurs. Généralement, un tel niveau de pessimisme, donc un sentiment aussi bas, généralement, c'est pas un bon moment pour vendre les bourses. C'est pas un bon moment pour vendre les actions. A contrario, ce genre de niveau de pessimisme, c'était souvent de bons moments d'achat. Un bon timing d'achat, donc historiquement, c'est des niveaux d'achat intéressants pour les investisseurs qui ont une optique à long terme. Et généralement, ce niveau de pessimisme a souvent marqué le fond des marchés. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de notre point de vue. Alors, en attendant un retour définitif de la croissance économique, en attendant un retour d'une tendance haussière durable sur les bourses, on considère que ça vaut la peine d'avoir encore de l'or dans les portefeuilles. Pour nous, l'or constitue une assurance de portefeuille extrêmement intéressante. Généralement, le métal jaune a tendance à profiter de périodes instables. Les caractéristiques du métal jaune sont d'autant plus intéressantes à l'heure actuelle, qui est marquée par des politiques monétaires qui sont ce que l'on appelle non conventionnelles, à savoir que après avoir fortement baissé les taux, les banques centrales doivent se résoudre à utiliser des outils qui ne sont pas habituels, et notamment utiliser leur bilan pour faire des injections de liquidités. C'est un contexte qui généralement s'avère favorable pour le métal jaune, comme on a pu le constater durant la période 2009, 2010 et même jusqu'à 2011, qui était marquée par une instabilité assez importante au niveau des marchés financiers et le recours de la part des banques centrales à des politiques monétaires non conventionnelles. En conclusion, la récession actuelle marque la fin, sans doute,
d'un long cycle de croissance qui, aux États-Unis notamment, avait commencé en 2009 et qui s'est prolongé pendant une dizaine d'années. On a souvent mentionné que ce cycle de croissance était un des plus longs en ce qui concerne l'histoire économique américaine. Mais ce cycle économique qui s'achève, il s'achève non pas en raison d'une crise structurelle, non pas parce que les banques centrales ont décidé d'y mettre fin parce que il y a des signes de surchauffe économique, il y a une inquiétude de retour de l'inflation, non pas parce qu'il y a eu un accident financier qui a provoqué un effondrement de la confiance auprès des investisseurs, auprès des ménages et des entreprises. Ce cycle économique qui s'achève sur un choc exogène. Un choc exogène provoqué par une épidémie. Et généralement, dans l'histoire économique, ce genre de chocs exogènes sont par nature temporaires. Les effets de ce genre de choc sont passagers. Et une fois les effets passés, une fois le choc exogène passé, généralement l'activité reprend. C'est ce à quoi nous nous attendons cette année, à savoir qu'une fois que l'épidémie sera passée, nous attendons une réaccélération économique qui devrait se matérialiser dans le courant du deuxième semestre. Et ce rebond économique pourrait même être assez fort, notamment à l'horizon 2021, compte tenu de l'ampleur des sommes déployées par les banques centrales et le gouvernement pour assurer une relance économique. Dans ce contexte, ces politiques de relance devraient vraiment limiter l'impact de cette épidémie et assurer que cette crise économique dans laquelle nous rentrons soit relativement brève et débouche sur un nouveau cycle économique. Dans ce contexte, il y a de fortes chances qu'un nouveau bull market, une nouvelle phase de hausse des marchés financiers et plus précisément des bourses se matérialise, voire même soit anticipé avec un certain décalage par rapport à la réaccélération économique. Ce bull market, il va être favorisé là aussi par les sommes vertigineuses qui ont été déployées par les banques centrales et les gouvernements de par le monde, mais également favorisé par le fait qu'on est toujours dans un monde qui n'est pas confronté avec un problème d'inflation, où les taux sont bas, les banques centrales sont généreuses, où les valorisations des bourses sont relativement basses, relativement intéressantes. Et comme je le disais, ce rebond des marchés financiers, ce rebond des bourses, à l'image du rebond économique, pourrait être assez puissant compte tenu de l'ampleur des plans de relance qui ont été déployés par les autorités. À court terme, la volatilité des marchés pourrait se poursuivre. On sent que la confiance des investisseurs n'a pas été totalement retrouvée après ce choc qui a profondément ébranlé cette confiance. Donc, une volatilité qui pourrait perdurer. Mais nous avons l'impression qu'un fond a été atteint il y a de cela 2 semaines sur les bourses, sur les principaux indices boursiers. On ne peut pas exclure que ce fond soit retesté, qu'on puisse avoir des retests. C'est souvent ce à quoi on assiste après un plongeon violent des bourses. Mais pour les investisseurs qui ont une optique à long terme, pour les investisseurs qui sont prêts à accepter une certaine volatilité sur leur placement en bourse, les niveaux qui ont été atteints après le plongeon des bourses durant le mois de mars sont des niveaux intéressants d'après nous pour renforcer les positions progressivement sur les actions dans les portefeuilles. Sur les marchés monétaires, sur le marché d'échange, les banques centrales vont continuer à avoir un rôle important. On va même dire qu'elles vont avoir un rôle encore plus important, vu le recours qui est fait un peu partout dans le monde à l'utilisation de la planche à billets, à l'augmentation des bilans. Difficile d'avoir une vue très très claire sur les monnaies à ce stade.
Ce qui semble assez clair, c'est que le franc suisse devrait rester assez fort. Même si la Banque nationale suisse déploie beaucoup de moyens pour essayer d'enrayer la fermeté du franc suisse, c'est un contexte qui se prête encore à un franc suisse qui devrait rester relativement fort. Et mon conseil pour les portefeuilles libellés en franc suisse, basés en franc suisse pour la clientèle suisse, d'avoir une exposition en franc suisse relativement importante dans les portefeuilles, quitte éventuellement à procéder à des opérations de couverture de risque de change, notamment sur les avoirs qui sont libellés en euros, qui, d'après nous, pourraient rester relativement faible, en tout cas sous pression par rapport au franc suisse. Et puis, comme je le disais précédemment, dans ce contexte-là, on aime avoir une sorte de fonds de portefeuille investi dans de l'or, dans le métal jaune, qui, d'après nous, représente la meilleure assurance de portefeuille qui existe dans ce contexte de marché particulièrement volatile que l'on vit depuis quelques semaines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Varela. Merci pour ces explications. Nous voilà présents au terme de la présentation. Nous espérons avoir répondu aux questions, aux interrogations que vous pourriez avoir. Dans tous les cas, votre conseiller, votre conseillère est bien sûr à votre disposition pour faire un point de situation avec vous. Et puis, vous pouvez également nous retrouver sur piggyallant.ch. Merci de votre attention, portez-vous bien et très bonne journée à tous.